Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Gabrielle Nadeau-Dubois, députée de Gouin, Lara Quévillon, psychoéducatrice, Audrey, enseignante, Claudine Blouin, orthophoniste. Merci. Merci, Nicolas. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Audrey, Lara et Claudine d'être ici avec moi ce matin. Une des premières choses que j'ai remarquées en prenant les responsabilités d'éducation, c'est à quel point il y a une véritable omerta dans le réseau de l'éducation au Québec, à quel point il y a une culture du silence, et ça prend beaucoup de courage pour venir, en ce mardi matin, parler de ce qui se passe dans les classes du Québec, dénoncer la détérioration du climat à laquelle on assiste dans les écoles du Québec. Ces jours-ci, tout le Québec débat de l'exode présumé de quelques dizaines de médecins, mais pendant ce temps-là, il y a un exode encore plus massif et pas mal plus désastreux pour le Québec qui a déjà commencé en éducation. Dans nos écoles, le climat se détériore extrêmement rapidement. Moi, ce que tout le monde me dit sur le terrain depuis la rentrée, c'est qu'on assiste en ce moment à la pire des rentrées scolaires depuis des décennies au Québec. La violence est en augmentation rapide, les gens n'ont jamais vu ça. Il y a un nombre record d'élèves en difficulté qui sont abandonnés. Les coupes de la dernière année ont fait très mal sur le terrain des écoles. La seule solution à très court terme, la première chose à faire ici et maintenant, c'est d'envoyer des renforts dans nos écoles. C'est ce que je demande à Sonia Lebel ce matin. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient. Il faut un réinvestissement d'urgence pour ajouter du monde dans nos écoles pour prendre soin des enfants, pour embaucher rapidement des professionnels et des employés de soutien. Ça veut dire des techniciens en éducation spécialisée, des psychologues, des orthophonistes, des surveillantes, etc. Je suis soufflé de ce que j'entends depuis 2 mois, depuis que j'ai pris les responsabilités en éducation pour ma formation politique. Je suis inondé de commentaires. C'est à se briser le cœur et ces histoires-là ne sont pas des anecdotes. Selon la CNESST, les réclamations pour de la violence en milieu scolaire ont augmenté de 77 % en 3 ans. Il y a un sondage qui vient de démontrer que c'est plus de la moitié, 52 % du personnel de soutien qui a fait face à de la violence physique directe dans les derniers mois. Il y a 1300 profs qui ont quitté l'an dernier, ça c'est une augmentation de 67 % en 5 ans. Et pendant que tous les voyants sont au rouge comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On retire du monde des planchers de nos écoles. Croyez-le ou non, il y a 1300 postes de TES de moins aujourd'hui qu'il y en avait en mai dernier dans les écoles du Québec. On s'en va dans un mur et on y va beaucoup plus vite qu'on pense. Alors la seule chose à faire, et c'est ce que je demande à la ministre de l'Éducation aujourd'hui, c'est de poser un geste qui ne réglera pas tout, mais qui va au moins empêcher un exode massif, et ça, c'est envoyer des renforts sur le terrain. Pour vous parler de ce qui se passe dans les écoles du Québec, je passe la parole à Lara. Merci. Bonjour, je suis Lara Quévillon, je suis déléguée en Montérégie et je suis psychoéducatrice scolaire. Je travaille dans le monde de l'éducation depuis 25 ans. Honnêtement, un automne comme celui qu'on est en train de vivre, j'ai jamais vu ça. Jamais. Les professionnels de l'éducation ne sont pas remplacés. Ça a un impact direct et concret sur les élèves. Les professionnels de l'éducation, c'est les psychoéducateurs, les psychologues, les orthophonistes, les ergothérapeutes, entre autres. Ils ne voient plus du tout d'élèves. Dans un centre de service scolaire de la Montérégie, c'est 10 % des effectifs professionnels qui ont été coupés. 10 % des professionnels qui ne reviendront pas. Une perte immense d'expertise pour nos enfants et pour nos familles. Si je prends un exemple simple, lorsqu'il y a un congé de maternité qui n'est pas remplacé, une psychoéducatrice se retrouve avec le double d'écoles à couvrir. Le résultat, elle n'a plus de possibilité d'offrir des services directs aux élèves. Elle ne fait que de la répondance, du soutien à distance aux équipes conseils des écoles. Elle ne fait plus d'intervention directe. C'est le service de deuxième ligne qui s'effrite. Et quand les services s'effritent, c'est toute la prévention qui disparaît. Les professionnels n'ont plus le temps de faire du repérage, d'intervenir tôt, et les difficultés se multiplient. Les impacts sur un élève, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va avoir moins de soutien en classe, moins de moyens pour gérer ses comportements. Les plans d'intervention ne seront pas appliqués
parce qu'il n'y a pas de personnel pour le faire. Ça va multiplier ses inconduites à l'école, ça va multiplier ses sorties de classe, il va y avoir des retours à la maison plus fréquents parce qu'on va être obligé de le retourner parce qu'il n'y a personne pour s'occuper des élèves. Des scolarisations à mi-temps, des familles qui s'épuisent, démunis qui ne savent pas quoi faire pour aider leurs enfants. Au bout du compte, on ne respecte pas la loi de l'instruction publique qui dit clairement que chaque enfant a droit à une éducation. Mais aujourd'hui, ce droit il n'est plus garanti. C'est devenu un cercle vicieux. Les professionnels perdent le sens du travail, sont épuisés, sont à bout de souffle. Ils souhaitent répondre aux besoins, mais ils n'en ont plus les capacités, n'ont d'autre de choix que de référer les familles au privé en leur disant, les directions d'école disent, on ne pourra pas offrir de services pour vous cette année. Le privé, c'est hors de prix. Ça demande aux parents d'être confrontés à des choix qui sont vraiment déchirants. Alors oui, il est urgent de réinvestir en éducation, urgent de redonner les moyens aux élèves, aux familles et de permettre à chacun d'entre eux de réussir. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je suis enseignante de français au secondaire depuis 8 ans et dans les écoles où j'ai enseigné, on me connaît sous le nom de Madame Audrey. Je ne suis pas ici pour débattre de chiffres, mais pour vous parler de la réalité humaine de nos classes, la réalité de mes élèves, la réalité de mes collègues. Je vous parle de ma réalité. Ce qui se passe dans ma classe, c'est que je ne suis même pas capable d'enseigner la simple règle sur la virgule. Pas parce que c'est une règle, une matière qui est complexe à apprendre, ni parce que je n'ai pas les compétences pour le faire, mais parce que le climat d'apprentissage dans nos classes est devenu malsain. Parce que les besoins criants de nos élèves prennent toute la place dans la classe. Chaque jour, nous faisons face à une complexité pédagogique grandissante. Mes collègues et moi, nous ouvrons la porte de nos classes à des élèves qui ont des besoins disparates et profonds. Cette composition de classe devenue ordinaire met en péril la disponibilité aux apprentissages des élèves et le sentiment de sécurité de tous. Nous, les enseignants, nous sommes formés et motivés à enseigner, mais nous sommes devenus des pompiers, des premiers répondants constamment sur le qui-vive, devant intervenir d'urgence parce que les quelques élèves ayant un trouble du comportement se sont regardés croche et en sont venus au cou pendant que je rassurais une élève anxieuse. Et après ça, moi, je dois enseigner mon cours sur la virgule. Vous comprendrez qu'après avoir été témoin d'actes de violence, mes élèves ne sont plus disponibles aux apprentissages et moi non plus. Nous avons un besoin criant de TES et de professionnels dont le rôle est de stabiliser ces situations et de fournir un soutien ciblé essentiel au développement et à l'épanouissement des élèves. Et c'est ici que l'effet domino des coupes budgétaires devient une catastrophe. Parce que lorsqu'un enfant a besoin de services, une évaluation ou un soutien psychosocial et qu'il n'y a pas accès, comme il n'y a pas de professionnels disponibles ou bien le quota d'évaluation est atteint pour l'année, on se dit, bah, ça attendra l'année prochaine, au prochain budget. Et puis, comme ça, pouf, la demande de service disparaît. Mais le besoin de l'élève, lui, il est encore là. Le besoin de l'élève, même, lui, il s'amplifie. Et c'est comme ça que ça devient un problème, un cercle vicieux. L'élève passe là à l'année suivante, non pas avec un retard ou un défi comme l'année d'avant, mais avec une difficulté aggravée qui affecte ses résultats, qui affecte son estime de soi, qui affecte son comportement, qui affecte son bien-être finalement. L'enseignante qui aura gagné à la loterie des services complémentaires aura peut-être la chance de recevoir de l'aide dans le groupe de cet élève. Ça voudrait dire que ces groupes sont en grande difficulté, je dirais même en très grande difficulté, étant donné qu'un groupe à 30% d'élèves en échec n'est pas considéré encore assez en difficulté pour bénéficier de services. Dire qu'il y a à peine 8 ans, quand je sortais des bancs de l'université, c'était moi, la jeune enseignante qui était engagée comme ressource pour soutenir les apprentissages des élèves en difficulté. Il y avait peut-être 3 à 5 élèves maximum par classe que j'allais aider. Aujourd'hui, les besoins sont tellement nombreux et tous les groupes ont tellement de besoins différents qu'une classe à 8 élèves en échec n'est pas encore assez en difficulté pour recevoir du soutien pédagogique.
C'est donc dire qu'on est rendu à la dizaine et même à la douzaine d'élèves en difficulté par classe. Par classe! Et après ça, moi, je dois enseigner mon cours sur la virgule. Le seuil de service donné aux écoles ne répond même pas au seuil minimum des besoins urgents. Parce que des difficultés scolaires ou comportementales amplifiées d'année en année dans nos écoles primaires, bien, ça donne des élèves qui entrent dans la classe ordinaire au secondaire alors que leurs besoins sont extraordinaires. Ce qu'on voit, ce sont des jeunes en grande difficulté qui devraient être classés et soutenus en adaptation scolaire, mais qui restent coincés dans la classe ordinaire, faute d'évaluation professionnelle disponible, entre autres. Quand une quinzaine d'élèves d'adaptation scolaire sont répartis dans 10 groupes d'élèves du régulier, qui, eux aussi, en passant, ont leurs propres besoins, bien, ça donne un environnement qui est incompatible à l'enseignement et à l'apprentissage. Bonjour, je m'appelle Claudine Blouin, je suis orthophoniste scolaire et je représente les professionnels de l'éducation de la région de Québec. Donc, orthophoniste, conseiller en orientation, conseiller pédagogique, bibliothécaire, animateur de vie d'engagement communautaire. Donc, on est plusieurs professionnels. Les abolitions de postes, les réductions de tâches, les non-remplacements des professionnels ont des conséquences réelles dans nos écoles. Ces décisions, ça touche directement les élèves, leurs parents puis les équipes écoles. Prenons un exemple concret. Dans un centre de services de la région de Québec, le temps en orthophonie a été réduit de 25 % cette année dans les classes d'adaptation pour élèves présentant un trouble du spectre de l'autisme. Bien, 25 % là, c'est 11 heures d'orthophonie par élève de cette classe-là. Hey, on en fait des affaires en 11 heures. En 11 heures, là, je peux donner plusieurs heures en soins directs à l'enfant, en thérapie, dans sa classe, dans la cour de récré, dans mon bureau. Je peux rencontrer les parents et surtout, je peux travailler avec l'équipe école pour les outiller, pour mieux intervenir sur le plan de la communication. En orthophonie, on montre aux élèves à saluer, à comprendre les consignes, à poser des questions, à y répondre, à exprimer leurs besoins puis leur inconfort. Quand un élève n'arrive pas à dire qu'il a mal au ventre ou qu'il a trop de bruit, il n'est pas disponible aux apprentissages, puis il risque de se désorganiser. Un élève qui se désorganise, c'est un élève qui peut devenir violent, c'est un élève qui peut agresser les autres. Ça fait un milieu de classe qui n'est pas intéressant et souvent, on en arrive avec une diminution des heures de fréquentation scolaire. C'est pas ça qu'on veut. La communication, c'est essentiel. Quand on coupe en orthophonie, on coupe la capacité même de ces enfants à s'exprimer puis à s'intégrer. On coupe dans leur avenir. Un autre exemple. Un élève à fort risque, un petit jeune de 7 ans, à fort risque de violence, a dû changer d'école à la suite d'un déménagement. Lorsqu'il est arrivé dans sa nouvelle école, il s'est désorganisé. Dans sa désorganisation, il a agressé 2 enfants de la classe, et ça devant des dizaines d'autres élèves. Cet enfant-là a été suspendu 1 semaine, puis il a été retourné à son ancienne école. Tout ça aurait pu être évité si on avait eu des professionnels, si on avait une psychoéducatrice, une psychologue qui avait été là pour connaître les besoins antérieurs qui étaient très bien documentés parce que cet enfant-là s'était apaisé dans l'autre milieu. Et si cette professionnelle-là avait pu rencontrer tous les intervenants du milieu. Mais les autres intervenants, là, ils sont débordés. On n'a plus le temps de leur parler. Parler à un éducateur du service de garde pour y parler de prévention, des gestes à poser, c'est de plus en plus difficile. Puis ça, bien, ça aboutit avec des déscolarisations, des arrêts de scolarisation. Pour moi, un élève qui est déscolarisé, c'est un échec du système scolaire. Quand un enfant du préscolaire ou du premier cycle du primaire se désorganise, puis qui est mis à la porte de l'école ou qui est suspendu, c'est pas parce qu'il veut plus apprendre, c'est parce qu'on n'a pas été capable de comprendre ses besoins puis d'y offrir le soutien dont il a besoin. Pour moi, un élève déscolarisé, c'est un échec. C'est la preuve et c'est la conséquence d'un manque de ressources professionnelles et de soutien pour permettre l'inclusion de cet élève. Merci.